du Crevon et son officier. 5e partie. Fontaine de vie. Westwald, Emma, 13 mars 1944. Après une nuit à nous aimer comme si notre vie en dépendait, Friedrich semble triste. J'ai moi aussi le cœur lourd. La tête au creux de son épaule, je caresse la cicatrice sur son torse nu, comme nos deux corps. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'avec toi, Schatz, me murmure-t-il en me mordillant le lobe de l'oreille. Je me retourne vers lui pour ancrer mon regard dans ses yeux bleu-gris. Moi aussi, je suis heureuse avec toi. Mais tu me dis que tu es bien avec moi, cependant. Je ne t'ai jamais vu si triste. J'ai juste envie de jouir de cet instant. Je repense à toutes ces questions que tu as posées à Reinhard hier soir. Je me dis que j'aurais dû te parler plus de mon pays, de ma culture. Je n'osais pas, j'avais peur que tu n'acceptes pas. Tout cela fait partie de toi, et j'aime tout de toi, chérie. Lorsque je t'ai vu te déshabiller au bord du Crevon et entrer dans l'eau, j'ai tout de suite pensé à une légende de chez moi. J'avais l'impression d'avoir devant moi l'Ondine de la légende que me racontait ma mère lorsque j'étais enfant, ou la Loreley, cette belle jeune fille blonde, nymphe ou sirène selon les versions, qui envoûte les marins qui naviguent sur le Rhin par son chant. Je plaide non coupable, je n'ai pas chanté. Tu n'en as pas eu besoin. Ta beauté puis ta conversation ensuite ont eu le même effet. Tu m'as ensorcelée. Lorsque j'allais en vacances chez mes grands-parents maternels à Wittenheim et que nous traversions le Rhin, j'essayais d'apercevoir la Loreley. Mais son rocher est plus au nord, à Sankt Gorshausen, dans la vallée du Rhin romantique. Quand je t'ai vue, la légende alsacienne de ma mère sur Ondine et le poème de Heine sont tout de suite venus à mon esprit. Je lui prends la main et il se met à déclamer. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt in Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar, ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar, sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei, das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiefer in kleinen Schiefe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriefe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiefer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Loreley getan. Je me laisse porter par sa voix, dans laquelle ne transparaissent pas des notes gutturales, mais si douces dans sa bouche, cette bouche que j'aime tant sentir sur la mienne. Je dois sourire un peu béatement, car il m'interpelle. Qu'est-ce qui te passe par la tête? L'allemand n'est plus du tout la même langue quand c'est toi qui le parles. Avant de te connaître, pour moi, c'était surtout des ordres aboyés par des soldats, comme « Papier bitte, Ausweis schnell » ou votre fameux « Verboten ». Mais maintenant, cette langue, c'est surtout toi, et je suis prête à entendre tout ce qui fait que tu es toi. J'en oublie même la guerre parfois, pour quelques instants. Moi aussi, mais elle se rappelle à nous en permanence avec mon uniforme. Les regards des passants sur moi, sur nous. La guerre, je ne connais qu'elle depuis presque 5 ans. La Pologne avec ses tueries, Dunkerque, où je suis restée avec mes hommes sous un déluge de feu, la Russie. Crois-moi, j'ai hâte que ça s'arrête. J'ignore comment je m'en suis sortie alors que tant d'autres sont morts, même si j'ai bien failli y passer. Je l'enlace pour le bercer contre moi, sentir son cœur battre au rythme du mien. Merci d'être la personne que tu es. Ne change pas, mon amour. Tu m'as prouvé combien tu m'aimais en me laissant libre de mes choix, même s'ils vont à l'encontre de ce que tu es censé défendre. Merci à toi de ne pas douter de nous. Avant que tu me rencontres, c'était certainement plus simple.
Tous les Allemands étaient des barbares et tu étais dans le bon camp, celui qui doit permettre à ton pays de recouvrer sa fierté. Ton combat était juste. Je te suis quand même reconnaissant d'avoir choisi la voie la moins violente, celle de protéger des personnes en danger sans tuer qui que ce soit. Pour moi, c'est facile de t'aimer, mais j'ai toujours peur de te perdre, car je fais partie de ces méchants que tu combats. Et pour tout te dire, je ne sais plus à quel camp j'appartiens vraiment. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime plus que tout. Comment ne pas craquer pour lui, si tendre et sensible? Mes parents savent tout de toi, ajoute-t-il. Enfin presque. J'ai préféré ne pas mentionner tes exploits dans la résistance, pas parce que ça les choquerait, uniquement pour la censure. Je suis sûre qu'ils seraient prêts à t'accueillir à Feldberg. Mes grands-parents aussi, à Wittenheim. J'ai toujours aimé la France. Ils ne sont pas étonnés que je sois amoureux de toi, une Française. Tu ne m'as jamais montré de photos de ta famille, dis-je curieuse. Friedrich se lève et se dirige vers sa valise. Devant mes yeux stupéfaits, je vois défiler ses parents, son frère, ses grands-parents paternels et maternels, mon Friedrich en communion, à l'école avec Reinhard, lors de son abitur, à l'université et avant son départ en Pologne, en uniforme. « À ton tour, me demande-t-il. Je sors de ma valise un petit album où j'ai regroupé les photos auxquelles je tiens le plus. Friedrich m'y découvre bébé, nu à plat ventre sur un oreiller. « Déjà » s'exclame-t-il en riant. Pour la peine, il reçoit une tape sur le bras et une grimace de ma part qui accroît sa gaieté. Puis suivent des photos de moi à l'école, en communiante, en vacances au bord de la mer, avec mon frère le plus souvent, et bien sûr mes parents et mes grands-parents, ainsi que ma marraine. Il y a même une photo de ma promotion à l'école d'infirmière, sur laquelle il reconnaît Thérèse et Suzanne. Friedrich enfouit son visage dans mes cheveux, et je me colle à lui, caressant son cou, ses épaules de mes lèvres. Je le sens frissonner, et je vois son désir renaître. Ses yeux expriment tant d'amour que je me laisse aller à cette chaleur qui naît en moi. Plus rien d'autre n'a d'importance que ce désir que j'ai de lui. Ma peau frémit sous ses baisers passionnés. Ses lèvres parcourent mon visage, mon cou, et nos bouches se soudent avec ardeur. Je ferme les yeux, savourant cette vague qui se répand en moi et me pousse vers lui. Ses mains effleurent tout mon corps tendu vers le sien. Un gémissement m'échappe lorsqu'il se saisit de mes seins. Mes doigts glissent dans ses cheveux et enferment sa tête contre mon ventre, légèrement rebondi. Tout mon corps réclame le sien. Rien ne peut nous empêcher d'aller au bout de notre désir. Il nous faut pourtant nous résoudre à nous lever. Friedrich s'habille rapidement. Je le regarde fermer sa ceinture. Mes yeux tombent sur l'inscription gravée sur la boucle. Gott mit uns. Je parle très peu allemand, mais je sais ce qu'elle signifie. Et j'espère que Dieu sera avec mon homme. J'entreprends de me démêler les cheveux dans la salle de bain avant de m'habiller. J'aperçois Friedrich s'approcher dans le miroir. Il me prend la brosse des mains et se met à démêler mes longs cheveux avec beaucoup plus de douceur que je le ferais. Nos yeux se suivent et nous échangeons des sourires dans le miroir. Mais le temps s'écoule inexorablement. Je remets les vêtements que je portais la veille. J'ai envie de pleurer à l'idée de ce qui nous attend, et je me jette dans les bras de mon bel officier. Il est près du midi lorsque nous quittons l'hôtel pour un déjeuner rapide. Friedrich prend juste le temps d'écrire une carte postale rapide à ses parents de son écriture fine et élégante. Il m'a poussé à écrire une lettre à mes parents, qu'il me promet de leur remettre lui-même, me mettant entre les mains un bloc et une enveloppe. Mes larmes brouillent ma vue pendant que je leur explique les raisons de ma fuite, la résistance, Friedrich et notre bébé. Je remets l'enveloppe fermée à mon amant, qui la glisse dans une de ses poches avant d'essuyer de ses doigts les larmes qui coulent sur mes joues. Après un dernier regard à cette chambre qui a abrité notre amour, je le suis jusqu'à la voiture, dans le coffre de laquelle il range nos valises. Pendant qu'il va porter son courrier au bureau de poste le plus proche, je me rends chez le photographe récupérer nos photos. Nous nous retrouvons près du restaurant où nous avions déjeuné à notre arrivée. Dans quelques heures,
nous serons à la Morlaix, et j'appréhende ce moment qui nous rapprochera d'une séparation dont j'ignore la durée. Ni l'un ni l'autre n'avons très faim. Seules les photos que nous regardons ensemble nous arrachent un sourire. Nous nous le répartissons. Elles ne vont plus nous quitter. Le silence est lourd dans la voiture alors que nous quittons Paris. Je vois les pancartes se succéder. Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Sarcelles, Écouen, le Mesnil-Aubry. La Morlaix n'est plus très loin. La route traverse une étendue de champs. Après Luzarches, nous apercevons au loin la forêt de Chantilly. À la Morlaix, nous obliquons pour prendre la direction du manoir qui abrite la maternité, qui va m'offrir le gîte et le couvert jusqu'à mon accouchement et après. Nous traversons la forêt encore un peu dénudée. Friedrich arrête soudain la voiture dans un petit chemin. Nous sommes bientôt arrivés. Nous sommes même en avance, mein Liebling, et je n'ai pas envie d'arriver trop tôt. J'opine du chef, moi non plus, je n'ai pas envie d'arriver trop tôt. Prends-moi dans tes bras encore une fois, mon amour. Comme s'il n'attendait que ça, il les ouvre grands, et je m'y blottis. Je sens qu'il pose son menton sur ma tête et son souffle effleure mes cheveux. Merci pour ces presque 3 jours, Friedrich. J'étais comme dans un rêve. Et toi, sans ton uniforme, tu es si beau. Tu n'imagines pas à quel point tu m'as rendue heureuse. Nous restons étroitement serrés ainsi, jusqu'à ce que l'heure du rendez-vous soit imminente. Au bout de la route, j'aperçois une immense propriété. Le manoir de Bois-Laris, comme me l'a expliqué Friedrich, était la demeure de la famille Meunier, celle du chocolat. Elle avait été réquisitionnée dès 1940 et elle est occupée par les SS depuis 1942. Quand il a été décidé d'ouvrir une maternité SS en France, au printemps 1943, le chef de la SS en France, Karl Auberg, a proposé ce manoir dans la forêt de Chantilly. Tout ce que je savais, c'est que nous, les Françaises, n'avions été jugées racialement valables qu'au début de 1943. Il paraît que nous étions trop abâtardis, mais certaines d'entre nous avaient un patrimoine génétique nordique considérable. Les franc-comtoises, les bourguignonnes, picardes, champenoises, ardennaises, nordistes, normandes et parisiennes étaient dans ce cas. Quand Friedrich m'avait énoncé cette liste, la présence des parisiennes m'avait surprise. Qu'entendent-ils par les parisiennes? Car plus de la moitié des parisiennes ne sont pas originaires de Paris, mais des provinces françaises, voire d'autres pays. Les Auvergnats, les Bretons sont sans doute les plus nombreux dans la capitale, mais il y a aussi pas mal de Bourguignons, de Nordistes, de Normands et de Champenois qui, eux, sont dans leur liste de racialement valables. Je ne parle pas des Alsaciens et Lorrains, qui, eux, sont considérés comme Allemands. Mais que font-ils des Berrichons, des Angevins, des Tourangeaux, des Briards, des Sologneaux, des Poitevins, des Charentais, des Lyonnais, des Pyrénéens, des Gascons, des Languedociens, des Savoyards, des Dauphinois, des Provençaux, des Corses? Mon laïus avait beaucoup fait rire mon homme, qui m'avait confirmé qu'à son avis, leur théorie raciale était complètement farfelue, sans aucun fondement scientifique. Et que l'inclusion des Françaises parmi les femmes aryennes est donc racialement valable, et surtout liée aux besoins de bébés qui seront les combattants de demain pour le Reich. Le foyer Lebensborn-Westwald a été inauguré au début février de cette année. Mon cœur bat la chamade lorsque nous passons le porche d'entrée. Juste à côté, je vois une maison qui doit être celle du garde et d'autres bâtiments, probablement des communs, ainsi que des écuries. Ensuite, nous passons à côté de 2 ensembles de petits pavillons avec des toits pentus et des fenêtres mansardées, regroupés autour d'une tourelle à clochetons. À une 50aine de mètres, après un bassin entouré de pelouse, apparaît le manoir lui-même, de style anglo-normand avec des pierres blanches et des briques rouges. Friedrich gare la voiture non loin de l'allée qui mène à la porte d'entrée. En approchant, je m'aperçois qu'elle est surmontée d'une moulure représentant un cerf courant. Dans cette demeure, je retrouve tout ce qui fait le style des manoirs de ma région, surtout en bord de mer. Pans de bois et toits pentus débordants,
façade avec des décrochements, des pignons. De là où nous sommes, je constate que sur 3 des façades, il y a un pignon mansardé. En revanche, pas de tourelle, mais de nombreuses ouvertures, un bow window et 2 balcons. Au moins je ne serai pas dépaysée. J'en souris presque, car tout cela est très british. Les arbres, n'ayant pas encore tout leur feuillage, la vue porte assez loin dans le vallon, en direction du sud, vers Paris. Les allées sont gravillonnées et bordées de pelouses et de massifs arborés. À quelques mètres, sur le côté gauche de la maison, sur la terrasse, de jeunes infirmières, peut-être des puéricultrices, font prendre l'air à 2 bébés dans leur landau. Friedrich attrape ma valise dans le coffre et, me sentant nerveuse, il me tend son autre bras, auquel je m'accroche comme à une bouée de sauvetage. Une des jeunes femmes que j'ai aperçues auparavant, très blonde, s'approche de nous tout sourire. Elle a à peu près le même âge que moi. « Bonjour, pouvez-vous me dire qui vous êtes afin que je prévienne le médecin-chef et notre responsable ?»« Oberleutnant Friedrich von Richter. Nous avons rendez-vous avec le SS Oberstabars Günther Fritz à 16h, répond mon fiancé en sortant une lettre que lui a sans doute remis Reinhardt. Je vais l'avertir immédiatement. Restez ici en attendant que je vienne vous chercher. La blonde pénètre dans la maison. Quelques minutes plus tard, une femme accompagne la puéricultrice. Son visage sévère ne me rassure pas. Sous mes yeux ahuris, elle effectue le salut nazi que Friedrich lui rend. Si j'espérais oublier que je débarque dans une maternité SS, mes idées se remettent immédiatement en place. Je n'ai jamais vu mon Friedrich faire ce salut, et ça m'a tordu les tripes. Herr von Richter, je suis Josefa Knoll, l'infirmière en chef de ce Lebensborn. Elle nous fait entrer et nous la suivons jusqu'à un bureau. Mes yeux sont attirés par une rangée de livres sur l'étagère derrière elle, au milieu de laquelle trône Mein Kampf. Elle nous fait asseoir et réclame à Friedrich la lettre qu'il tient toujours à la main et la parcourt rapidement avant de plonger son regard bleu pâle dans le mien. Son visage, dont la peau paraît tendue comme une peau de tambour, affiche un sourire cauteleux. Elle doit rire quand elle se brûle, pensai-je en moi-même. Frau Conteville, je pense que vous êtes au courant que vous allez devoir passer des tests, m'annonce-t-elle dans un français correct, mais fortement teinté d'accent germanique. En effet, j'en ai été informé. Friedrich a glissé sa main dans la mienne pour me rassurer. Knoll me fixe les bras croisés. Nous sommes une association d'État gérée par la SS, dont l'objectif est le développement de la race aryenne la plus pure. Les femmes que nous accueillons ici sont des Aryennes qui ont conçu un enfant avec des SS et parfois des soldats de la Wehrmacht, qu'ils soient de la Heer, de la Luftwaffe ou de la Kriegsmarine. Ces femmes peuvent coucher dans le plus grand secret et peuvent remettre l'enfant à la SS pour qu'il soit adopté par une famille modèle, allemande bien sûr. Je fronce les sourcils et serre la main de Friedrich, qui répond à ce geste pour calmer mon angoisse. Nous créons ainsi une élite pour le Reich, car les femmes sont sélectionnées sur dossier. Elles doivent être racialement et médicalement parfaites, volontaires pour donner un enfant au Führer, ou déjà enceintes d'un soldat aryen, ce qui est votre cas. Nourries, logées, elles bénéficient des meilleurs équipements médicaux pour mener à bien leur grossesse. Toutes signent un contrat, qui doit, bien entendu, être honoré. Leur enfant reçoit un certificat d'arianité qui lui ouvrira plus tard les portes des écoles réservées aux partis, de l'armée ou de la SS. Muette de stupeur, les questions fusent pourtant dans ma tête. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Certaines de ces femmes conçoivent exprès un enfant pour le confier à leur putain de Reich. Je peux le comprendre si l'enfant n'est pas désiré, mais servir de pondeuse pour leur cingler de fureur? J'ai la sensation d'étouffer, et j'écrase littéralement la main du père de mon enfant, qui prend d'ailleurs la parole. Frau Knoll, notre enfant est un enfant désiré, et nous ne souhaitons pas qu'il soit confié à l'adoption. Nous envisageons de l'élever tous les deux. Nous sommes un vrai couple, et nous nous marierons dès que ce sera possible. L'infirmière de toise, stupéfaite, et semble ne pas savoir quoi répondre.
Eh bien, vous ferez cette demande à notre médecin-chef. Je me permets aussi d'ajouter que, normalement, nous accueillons les futures mères 6 semaines avant la date présumée de leur accouchement. Puis elle se tourne de nouveau vers moi. De combien êtes-vous enceinte, Frau Conteville? Je suis à 20 semaines de grossesse. Mon accouchement est prévu le 26 juillet. Ce qui signifie que, normalement, vous ne devriez entrer que vers le 14 juin. Seriez-vous prête à exercer comme infirmière puéricultrice dans notre établissement jusqu'à cette date? Vous me semblez d'autant plus qualifiée que vous êtes infirmière diplômée. Dans quel type de service travaillez-vous? Dans un service de chirurgie digestive et urologique, mais j'ai aussi l'expérience de l'obstétrique, ainsi que de la médecine et de la chirurgie pédiatrique. C'est parfait. Accepteriez-vous donc de signer un contrat avec nous? Si vous le permettez, Frau Knoll, intervient de nouveau Friedrich, puis-je m'entretenir quelques instants seul avec Emma? Elle acquiesce un signe de tête et nous sortons. Hors du bureau, il m'entraîne à l'extérieur du manoir jusqu'à sa voiture. Tu savais ce qui se passait réellement ici? Demandai-je énervé. Schatz, Reinhard m'en a informé hier soir, pendant que tu étais parti aux toilettes. J'ai songé à renoncer à t'amener ici. Mais j'ai eu beau retourner le problème dans ma tête, je ne vois pas d'autre solution pour l'instant. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est pour ça que tu étais si bizarre ce matin. Je ne t'ai rien dit pour ne pas t'inquiéter. Je voulais prendre le temps de réfléchir et trouver un plan. Déjà, nous allons voir Fritz et lui expliquer que nous voulons élever notre enfant et demander qu'il porte mon nom. D'ordinaire, les enfants nés en Lebensborn portent le nom de leur mère, qui ne choisissent même pas le prénom de leur bébé. Je déglutis avec peine avant de réagir. Tu penses donc que je dois signer ce contrat? Pour l'instant, c'est notre meilleure option pour t'éviter d'être arrêté. Je vais trouver une solution pour te sortir de là après ton accouchement. Nous ne savons même pas comment les choses vont tourner, mon amour. Un débarquement est imminent, c'est certain. Quand aura-t-il lieu exactement, nous l'ignorons encore. Et si tu dois retourner te battre, tu y as pensé? Mon amour, bien sûr, j'y pense. Je te promets que quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons. Toutes les questions que tu te poses, je me les pose aussi. Mais contrairement à toi, j'ai les mains libres pour agir. Fais-moi confiance, mein Liebling. Je t'aime, n'en doute jamais, et je ferai tout pour toi et notre enfant. Il me supplie presque. J'ai confiance en lui, je sais qu'il tiendra parole. Les nazis n'auront pas notre bébé, même si je dois leur laisser croire jusqu'au bout. Un baiser fiévreux scelle notre accord. Quelques minutes plus tard, j'ai le fameux contrat sous le nez et je le lis très attentivement. Le règlement d'une page reprend ce que nous a dit Knoll. Sous son regard faux fixé sur moi, je signe le contrat qui me lie à Westwald. Un pacte avec le diable pour sauver ma peau et celle de mon enfant. Bien évidemment, je n'échappe pas aux examens médicaux du docteur Fritz, médecin-chef et accoucheur du Lebensborn. Le responsable de Westwald a environ 30 ans. Friedrich lui remet le document attestant que je suis bel et bien de race aryenne, attestant qu'aucune trace de sang juif ne souille mes veines, et cela sur plusieurs générations. Il écarquille les yeux quand il voit qu'il peut remonter jusqu'à la 30e génération et même au-delà, avec des noms de familles prestigieuses en Normandie et dans le nord de l'Europe, comme celui du conquérant, et même certains noms allemands, comme von Babenberg, von Nordgau, von Regelheim ou von Wisterbourg. Merci, papa, et ta marotte de la généalogie. Ça lui cloue le bec au teuton. Déjà enceinte, je n'ai pas à prouver que je suis capable de procréer. La mission est déjà accomplie. Mon aspect physique trouve manifestement grâce à ses yeux, peut-être même plus, car son regard relève plus du coureur de jupons que du professionnel. En revanche, je dois subir les mesures anthropométriques réalisées par un SS Rassenprüfer, qui juge si mon bassin est assez large pour accueillir un enfant, ça c'est déjà fait, mais aussi pour accoucher. Là, c'est plus intéressant. Avec un instrument étrange, il a aussi mesuré le diamètre de mon crâne, la largeur de mon nez et de ma bouche, l'écartement de mes yeux. Mon teint, mon nez et mon ossature faciale semblent correspondre à leurs attentes. Il inspecte aussi mes oreilles, la racine de mes cheveux, mes poils. Oui, monsieur, je suis une vraie blonde. Et oui, mes yeux sont bleus. Ah, oui, j'oubliais.
Ma taille est conforme. Le minimum requis est de 1,60 m, eh bien je fais 10 cm de plus. Chaque information est scrupuleusement notée. Résultat des courses, je suis racialement correcte et même plus, car j'entre dans la catégorie numéro 1, c'est-à-dire convenant parfaitement à la sélection. Quel honneur! Je suis donc admise dans leur élevage. Ceci dit, il y a de la place, leur poulinière vient d'ouvrir. D'ailleurs, c'est très drôle. Nous sommes juste à côté de Chantilly, son hippodrome et son centre d'entraînement. Il n'y a que des pur sang dans le coin. Les SS ont-ils choisi cet endroit pour cette raison? J'ai presque envie de rire. Friedrich peut enfin entrer et poser ses questions à Fritz. Mais il prend d'abord ma main et je peux lire dans ses yeux qu'il n'abandonnera pas. Docteur, nous souhaitons garder notre enfant après sa naissance. Il n'est aucunement question qu'il soit proposé à l'adoption. Cet enfant est désiré et nous voulons qu'il porte mon nom. Fritz semble surpris. La demande n'est apparemment pas fréquente et surtout non prévue dans les statuts de l'association comme il nous le fait comprendre. Mademoiselle Conteville est française. Par conséquent, votre enfant issu d'une relation entre un Allemand et une non-allemande devrait normalement être enregistré chez nous comme étant d'origine allemande sous une fausse identité. En outre, Oberleutnant von Richter, vous faites partie de la R et nous sommes toujours en guerre. Est-il judicieux que l'enfant porte un nom allemand tant que votre situation n'est pas stable? J'entends bien vos arguments, mais nous aimerions qu'il ait les 2 nationalités, comme la loi française l'autorise, répond aussitôt mon Friedrich, qui a dû lire dans mes pensées. Fritz fait une grimace qui nous révèle que notre demande doit être un cas d'école. La majorité des enfants étant destinés à l'adoption, il faut attendre que la situation de la famille d'accueil soit stabilisée. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que le nouveau père ne soit pas tué au front. D'ailleurs, leur mère peut faire modifier son nom et taire le nom du père. Les enfants nés dans les Lebensborn ne sont pas déclarés à l'état civil, mais au Standesamt L du Lebensborn à Munich, et ils ne portent pas le nom de leur géniteur. Friedrich fait une moue révélatrice en entendant le mot géniteur. Lui qui aime déjà son enfant comme la prunelle de ses yeux, refuse cette image de mâle reproducteur. Fritz n'a rien remarqué et poursuit sa réflexion à voix haute. Voir une Française demander à ce que son enfant soit à la fois français et allemand, et surtout qu'il porte le nom du père, cela mérite examen. Habituellement, les mères qui ne confient pas leur enfant à l'association et désirent l'élever elles-mêmes quittent le foyer après la naissance, à l'issue d'un séjour qui n'excède pas 6 semaines en ce qui concerne Westwald, pour allaiter l'enfant. Dans ce cas, elle retourne à la vie normale en tant que fille-mère. Elle pourra le déclarer à la mairie du lieu de naissance, mais sous son nom, comme le prévoit la loi française. L'enfant aura donc la nationalité française, puisqu'il va naître sur le sol français, si Frau Conteville fait ce choix. Apparemment, notre bébé n'est pas comme les autres. Pas assez germanique peut-être, ou la procréation n'est plus un choix personnel des parents, me dit ma petite voix intérieure sarcastique. En ce qui concerne la nationalité allemande, je vais devoir en référer au docteur Ebner, le responsable médical des Lebensborn, qui va certainement solliciter Günther Tesch, du service juridique de l'organisation, répond finalement Fritz. J'ai l'impression que nous ne sommes pas près d'avoir une réponse. D'autant que le SS Oberstabsarzt, responsable de Westwald, également Sturmbannführer de la SS à Paris, passe son temps dans la capitale et ne vient au Lebensborn que 2 fois par semaine. Emma gardera notre enfant, et il est possible qu'elle aille chez mes parents en Bade, en attendant mon retour et notre mariage. Cela peut vraisemblablement faire pencher la balance pour qu'il ait aussi la nationalité allemande. Le responsable de Westwald semble visiblement agacé par l'insistance de Friedrich. Si tel est le souhait de votre fiancé, j'ajouterai cette information à ma demande auprès du docteur Ebner et de Herr Tesch, coupe-t-il sèchement. Nous allons ensuite visiter l'établissement sous la houlette de l'infirmière Josefa Knoll. Je reste silencieuse, ma main toujours dans celle de Friedrich. Au rez-de-chaussée se trouve la salle de visite, ce qui signifie que Friedrich pourra venir me voir, ce qui me soulage un peu. Il y a aussi un salon avec une bibliothèque, une salle de jeu pour les enfants, le réfectoire,
une pièce assez agréable avec son bow window et les chambres des mères, dont Knoll nous montre un exemple. Elles manquent de couleur avec leurs murs nus, rappelant les cellules de religieuses, en plus grand et sans crucifix. Les salles de bain et les toilettes semblent en nombre suffisant. À vue de nez, cet établissement peut accueillir une vingtaine de mamans. Nous découvrons la pouponnière où dorment les bébés la nuit, dans leur berceau, habillés de blanc. Je regarde avec un œil critique les tables allongées, qui ne me semblent pas sécuritaires, et une armoire ne serait pas superflue pour ranger le matériel de soins au nouveau-né. Knoll nous montre rapidement le jardin, et le tour terminé nous laisse entre nous. Après le départ de Herr von Richter, vous pourrez retrouver une de nos puéricultrices, Louise Ulick, dans le salon. Je la regarde s'éloigner avec soulagement. Lorsqu'elle est hors de vue, j'attrape le bras de Friedrich pour marcher dans le jardin. Je suis désolée, Schatz. Crois-moi, si j'avais trouvé mieux, je ne t'aurais pas amené ici. Compte tenu des délais, tu as fait de ton mieux, concédai-je. Nous nous arrêtons dans un endroit peu visible, et il m'enlace et pose son front sur le mien, comme il le fait souvent. Je vais essayer de revenir d'ici 3 semaines. Je n'attendrai pas une permission que je ne pourrai pas avoir si tôt. Je ferai coïncider ma visite avec une inspection à Gisors, par exemple. Ce n'est qu'à une 60aine de kilomètres. Le temps va me sembler long sans toi. Heureusement, je vais être occupée avec les bébés, même s'ils n'ont pas l'air très nombreux. Pour moi aussi, ça va être difficile. Surtout, essaie de faire profil bas avec Knoll et sûrement aussi avec les autres. Je pense que, comme l'infirmière en chef, elles sont toutes des infirmières de la Croix-Rouge allemande. Tu peux les reconnaître à la broche avec la croix qu'elles portent au col. C'est le signe qu'elles appartiennent aux NS-Schwestern, des infirmières nazies. Merci de me prévenir, chérie. Rien que le salut nazi à l'arrivée et le chef-d'œuvre littéraire d'Adolphe dans la bibliothèque du Dragon m'incitent à la prudence. Pendant que nous nous promenons enlacés, nous remarquons que la propriété est rigoureusement surveillée par des gardes armés et des chiens policiers. Impossible pour quiconque de s'approcher. Je te promets de me débrouiller pour que tes parents soient rassurés sur ton sort. Peut-être que Thérèse va l'avoir fait, je lui demandais dans la lettre que tu lui as remise. Mais bien sûr, sans aucun détail. J'espère aussi que Gigi a compris mon message codé et qu'elle a pu donner l'alerte à temps. Ne te torture pas l'esprit, mein Liebling. Tu ne pouvais faire plus sans risquer d'être repéré. Je te promets d'obtenir des informations sur ton réseau. Mais toi, je veux que tu sois en sécurité. Je ne veux pas te perdre, Emma. Tu es devenue ma raison de vivre. Sans toi, je n'aurais plus le courage. Ces derniers mots me font peur. Le cœur serré, je prends sa tête entre mes mains. Tu m'as promis de rester en vie et de tout faire pour me rejoindre. Tu as promis, Friedrich. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais tu dois tenir le coup pour moi et notre bébé. Nos 2 corps voudraient encore se fondre l'un dans l'autre. Nous n'avons pas envie de nous éloigner. Pourtant, il le faut. Je m'arrache à son étreinte et le raccompagne jusqu'à la Mercedes, retenant mes larmes. « À bientôt, mon amour », murmurai-je après un dernier baiser. « Je t'aime. Je t'aime aussi, mein Herz. Prends soin de toi. » Après le départ de Friedrich, je vais déposer ma valise dans la chambre qui m'est attribuée. Il y a 2 lits simples installés côte à côte, juste séparés par une table de nuit. En face, 2 commodes sont collées au mur et une psyché. Près de la porte, il y a un petit bureau, au-dessus duquel est accroché un miroir. La fenêtre donne sur le jardin. J'espère que ma voisine sera sympathique. Je pose ma valise dans un coin et je redescends au salon comme Knoll me l'a indiqué et j'y retrouve une petite blonde, assise dans un des fauteuils. De toute façon, il y a plus de 99% de chances que je rencontre des filles blondes dans cette maison. Quand elle se tourne vers moi, je reconnais celle qui est venue au-devant de Friedrich chez moi, lorsque nous sommes arrivés. « Bonjour, me dit-elle avec un sourire un peu figé. J'imagine que tu es Emma. Je suis Louise Ulick. Frau Knoll m'a chargée de t'aider à prendre tes marques. » J'acquiesce et je m'assieds auprès d'elle. Elle m'explique l'emploi du temps quotidien, celui de toute maternité.
les horaires à respecter. Elle me parle aussi de 2 autres infirmières, Irène Dickmann, qui vient d'un autre Lebensborn, le foyer Pommern à Bad Polzin, et Marianne Köckritz, qui elle vient de Zonnewiese près de Leipzig. Louise travaillait auparavant dans celui de Végimont, en Belgique. J'apprends qu'il y a 5 jeunes femmes ayant accouché récemment et 7 futures mamans à des stades différents de grossesse, 8 avec moi. Il faut dire que le foyer a été inauguré le 6 février. Je ne vais pas être débordée de travail, pensais-je. Louise me raccompagne à ma chambre, où je fais la connaissance de ma colocataire, qui m'accueille avec un grand sourire. Je vois qu'elle a déjà un beau petit ventre rond. Elle doit être enceinte d'au moins 7 mois. Elle est plus jeune que moi. Bonjour, me dit-elle en me tendant la main. Je m'appelle Annette. Enchantée, moi c'est Emma. Je dois avoir l'air fatiguée, car elle me montre d'emblée mon lit, celui de droite, côté psyché et fenêtre. Tu viens de loin, s'enquiert-elle. Pas trop, de Normandie, de Rouen, et toi? Région parisienne, Rambouillet exactement. Eh bien, nous allons partager la même chambre pendant un moment. Tu es enceinte de combien? Presque 5 mois. Je devrais accoucher fin juillet. Elle paraît étonnée que je sois déjà dans ces murs. Je préfère anticiper la question suivante, en ne disant aucune partie de la vérité. Ceci dit, cela pourrait vite devenir la réalité. Mon petit ami est officier dans l'arrière et va sans doute repartir au front, et mes parents ne sont pas au courant de ma grossesse. Ils voulaient que je sois en sécurité. Comme je suis infirmière, ils m'ont acceptée avant la date habituelle et je vais travailler ici en attendant. Mon explication semble lui convenir, car elle sourit et enchaîne. Moi aussi, j'ai fait une bêtise, mais avec un sous-officier dont je suis tombée amoureuse. Eric est Oberscharführer. Moi aussi, je n'ai pas eu le courage de le dire à mes parents. Il va aussi bientôt repartir sur le front et ne peut pas s'occuper de moi. Il m'a convaincue de venir ici. Je vais récupérer ma valise près de la porte et la pose sur mon lit. Annette me propose gentiment son aide. Merci, c'est gentil, mais ta grossesse est bien plus avancée que la mienne, et ça va être vite fait. Il ne me faut en effet que quelques minutes pour sortir mes vêtements de ma valise et les ranger sous les yeux de ma voisine. Je n'ai rien à cacher. Les seuls objets que j'ai amenés sont ma trousse de toilette et le peu de cosmétiques que j'utilise, 4 livres et mon petit album photo. J'ordonne toutes mes affaires dans la commode. Annette continue à parler. Elle a 18 ans et demi et est vendeuse dans une boulangerie près du lycée Claude Bernard, où a été installée une caserne SS à Paris. C'est ainsi qu'elle avait connu son Eric. Lorsque j'ai terminé, l'heure du repas est proche. Annette me guide jusqu'au réfectoire, bien que je connaisse déjà le chemin. 2 autres filles viennent s'asseoir avec nous. Martine, une maman, encore une blonde aux yeux bleus, et Irène Dickmann, une des infirmières, plutôt châtain aux yeux verts. Toutes 2 se montrent affables avec moi. C'est un bon début, et comme disait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Le lendemain matin, Louise me présente la 3e infirmière, Marianne Köckritz, cheveux blonds foncés et yeux bleus. Pour l'instant, Irène est la seule exception. Après m'être occupée d'échanges des bébés avec Louise, je me retrouve sur une chaise avec un nourrisson de 6 semaines dont la mère a quitté le foyer il y a 2 jours. Le petit bonhomme tète son biberon avec vigueur, un vrai petit glouton. Ces tâches me rappellent mes études d'infirmière et ce souvenir m'arrache un sourire. Dans la même pièce, 2 mamans donnent le sein à leur bébé. Louise guide l'une d'elles qui semble rencontrer quelques difficultés. Je pense à mon bébé, qui grandit dans mon ventre, et à Friedrich, qui doit se sentir si seul. Friedrich, 13 mars 1944. La route me paraît interminable pour rentrer à Rouen. Heureusement que je ne serai pas seule dans l'appartement ce soir. Hans sera là. Il a même préparé notre repas. En réalité, je me rends compte que c'est Thérèse qui l'a fait. Je suis ravie de la voir. Nous allons pouvoir parler d'Emma. Bien sûr, je ne peux pas tout lui dire. Toutefois, elle a déjà compris de nombreuses choses seule, à moins qu'Emma lui ait fait des confidences dans sa lettre. Elle a aussi prévu de rendre visite aux parents de son ami Harry, pendant son jour de repos. Mais Hans la raccompagne chez elle, et quand je me retrouve seule dans mon lit, le visage d'Emma ne quitte pas mon cerveau.
Je m'en veux de l'avoir laissée là-bas. Puis je tente de me raisonner. En faisant cela, je la sauve. Moi qui ne suis pas favorable aux idées d'Hitler, j'ai même accompli sans le vouloir mon devoir de bon Allemand en concevant un enfant avec une Aryenne, certes pas allemande, mais racialement parfaite. Moi, un officier de la Wehrmacht, j'ai accompli une mission plutôt réservée aux SS. J'aurais pu en devenir un après les campagnes de Pologne et de l'Ouest, bien que je n'ai pas l'impression d'avoir accompli d'exploits. La guerre me dégoûte. Mais je n'avais pas le choix. C'était tuer ou être tué, et je voulais vivre. J'ai refusé l'offre d'intégrer la SS, dont les avantages peuvent paraître intéressants, mais j'ai récusé car leur travail ne me correspond pas. Celui de soldat ne me correspond pas non plus. Mais devenir un bourreau dans un de leurs camps, car tel était le poste qui m'était proposé, ça à jamais. Participer aux crimes de ce régime qui me dégoûte, en exterminant des gens au prétexte qu'ils sont de race inférieure ou des résistants, je m'y oppose. S'ils veulent croire que j'ai travaillé pour le Reich en faisant un bébé avec Emma, ils se trompent sur toute la ligne. Certes, il n'était pas prévu qu'il arrive si tôt, mais cet enfant est le fruit d'un véritable amour, celui qu'on ne rencontre qu'une seule fois dans une vie. De nouveau, l'image d'Emma s'impose à moi. Son odeur, ses magnifiques yeux bleus, sa bouche. J'ai envie de la voir près de moi. Le simple souvenir de la chaleur de son corps contre le mien, de ses courbes sous mes mains, sa peau veloutée sous mes baisers me rend fou. Mon sexe s'érige, tendant mon caleçon. Mon corps me rappelle le besoin que j'ai d'elle. Ma main effleure mon érection, puis je baisse mon caleçon, révélant ma verge dressée. Des scènes érotiques avec ma fiancée défilent dans ma tête, tant et si bien que je finis par enrouler mes doigts autour de mon membre durci et j'entame des va-et-vient, d'abord lents, alors que mon imagination s'emballe, augmentant mon excitation. Mon corps est en feu. J'imagine Emma sous moi, son beau visage, ses seins en mamelons érigés contre ma poitrine. Je perçois même ses soupirs de plaisir. Je sens son bassin venir à la rencontre du mien. J'accélère le rythme, le calquant sur celui de mon cœur. La jouissance monte de plus en plus, prête à exploser, comme un coup de tonnerre. Les yeux clos, je me vois allant et venant en elle, de plus en plus vite, de plus en plus profondément, jusqu'à ce que nous perdions la tête tous les deux. Avec un soupir, je frissonne sous l'assaut implacable des vagues de plaisir. Sous l'effet de l'orgasme, mes muscles se contractent et ma respiration se précipite, pendant que mon sperme se répand sur mon ventre. La tension diminue enfin, et mes muscles se relâchent. J'ouvre les yeux pour fixer le plafond dans l'obscurité. J'attrape un mouchoir dans ma table de nuit pour m'essuyer avant de me laisser glisser dans le sommeil, mes pensées fixées sur ma belle Française, dont l'absence est une torture.